procéder au même exercice et livrer son message. Il préside donc une assemblée qui comprend 111 députés. Et cette législature qui a commencé le 4 juin 2007 a été élue à raison de 15 députés sur une liste nationale et 96 sur une liste provinciale. Nous l'écoutons. Monsieur le Président de la République, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Excellence, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Excellences, Messieurs les Présidents d'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les Présidents d'institutions, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et interafricaines, honorables députés, distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs. L'élan fraternel qui conduit mes pas et ceux de la délégation qui m'accompagne sur cette terre africaine et hospitalière de Côte d'Ivoire me pousse tout naturellement à réserver mes premiers mots à la nation ivoirienne pour lui rendre un hommage mérité. Confronté à la plus grande, longue et grave crise de son histoire depuis l'indépendance en 1960, et tel le roseau qui plie sous la force du vent et ne se rompt point, le vaillant peuple frère et voisin ivoirien a refusé de céder aux démons de la division, de la fracture, de la fracture et de la partition du pays après 10 interminables années de crise. Aidés par l'histoire et la géographie, la bonne entente et l'amitié entre nos peuples et leurs différents leaders politiques successifs depuis les années 50 ont considérablement rapproché nos économies à un degré rarement atteint entre deux pays du continent. Prenant la parole dans ce temple de la démocratie, ici à Yamoussoukro, capitale politique du pays, je voudrais avant toute chose rendre un hommage particulier à Feu Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation qui repose sur cette terre qu'il a vu naître. Son action en faveur de la coopération ivoiro-burkinabé doit être saluée, magnifiée et poursuivie. Cet hommage s'adresse naturellement aussi à tous les dignes fils de ce pays qui ont œuvré avec lui et après lui pour maintenir et élever le niveau et la qualité de nos relations bilatérales. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est le lieu pour moi de vous adresser mes hommages respectueux, ainsi que mes félicitations renouvelées, à la fois pour votre action remarquable dans la sortie de crise, la réconciliation nationale en marche, la relance du développement de la Côte d'Ivoire et pour votre brillante élection à la présidence de la CEDEAO. J'ai l'agréable devoir de vous transmettre, Monsieur le Président de la République, les salutations fraternelles du président du FASO, son Excellence Monsieur Blaise Compaoré, qui a pris fait et cause pour le peuple ivoirien et qui continue à œuvrer avec vous pour la consolidation de la paix, de la démocratie, pour une Côte d'Ivoire plus que jamais réconciliée avec son histoire et sa destinée dans la sous-région, sur le continent africain et dans le reste du monde. Excellence, Monsieur le Président et chers collègues, l'occasion me paraît appropriée pour vous réitérer mes chaleureuses et cordiales félicitations pour votre engagement déterminé dans la lutte du peuple ivoirien et pour votre brillante élection à la présidence de l'Assemblée nationale. À tous les députés de la présente législature, j'adresse mes amitiés, mes encouragements et mes vœux de succès pour un mandat bien rempli dans l'intérêt de la nation ivoirienne, de la paix et de la prospérité dans notre région. L'actualité politique dans notre sous-région, c'est aussi la crise au Mali et le coup d'État en Guinée-Bissau. Nous devons tous convenir
que l'ère des coups d'État militaires et des nationalismes étriqués est révolue. C'est pourquoi je voudrais saluer ici l'attitude de principe, la fermeté et l'engagement unanime des chefs d'État, membres de la CEDEAO, contre les coups d'État dans ces deux pays et pour le retour rapide à l'ordre constitutionnel. L'Union africaine et la communauté internationale doivent soutenir les efforts en cours dans la sous-région pour éviter la partition du Mali et engager la Guinée-Bissau dans une situation de non-retour pour l'approfondissement de la démocratie. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués collègues présidents, honorables personnalités, Mesdames et Messieurs, même si la solennité de la présente cérémonie ne se prête pas à de longs développements sur les responsabilités qui doivent être les nôtres en tant que parlementaires dans les pays qui sortent de crise ou qui sont en transition démocratique, je me dois de partager quelques réflexions avec vous par amitié et par solidarité parlementaire. La paix est certainement le bien le plus précieux pour une nation qui veut se construire et relever les défis qui se dressent devant elle. La paix donc ne saurait être sacrifiée sur l'autel des intérêts d'aucun groupe quel qu'il soit. Elle est si fragile, particulièrement dans nos pays où les besoins pressants des populations sont sans commune mesure avec les ressources que nos États parviennent à mobiliser. Les manifestations contre la vie chère ou pour la démocratie et l'état de droit sur le continent sont d'une rare violence, témoignant ainsi à souhait de l'existence d'un problème de gouvernance qui nous interpelle tous, même si c'est à des degrés divers. C'est pourquoi les parlementaires que nous sommes devons toujours être à l'écoute des populations pour les rendre compte et les rassurer sur la transparence de la gestion de la chose publique, car le fossé est grand entre les possibilités réelles de nos États et ce que les populations pensent que les pouvoirs publics peuvent et doivent réaliser à leur profit. Pour jouer pleinement notre rôle et rassurer les populations sur la pertinence des politiques publiques qui sont menées par nos gouvernements, ainsi que la bonne gestion des deniers publics, il nous faut renforcer le pouvoir de contrôle du Parlement et de ses commissions en vue de faire de l'Assemblée nationale la vraie vigie de la démocratie, l'institution par excellence du contrôle démocratique de l'action gouvernementale. Les populations veulent se reconnaître dans l'action de leurs députés à travers le travail parlementaire, les visites et les sorties de terrain de leurs élus. Ce sont des éléments essentiels pour renforcer la confiance des populations vis-à-vis des institutions démocratiques, tout en corrigeant le déficit de communication entre les gouvernants et les gouvernés. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués collègues présidents, honorables invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi maintenant de m'exprimer en tant que président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, assemblée que j'ai l'honneur de présider depuis juillet 2011. L'événement qui nous réunit aujourd'hui marque le retour de la Côte d'Ivoire dans l'univers de la démocratie parlementaire qui, avec la paix, les droits de l'homme et la diversité culturelle, constitue un axe essentiel de l'action de notre Parlement communautaire. Dois-je rappeler que la Côte d'Ivoire, pays membre, fondateur de l'APF, a participé les 17 et 18 mai 1967 à Luxembourg à la réunion constitutive de ce qui s'appelait à sa création l'Association internationale des parlementaires de langue française. Par la suite, la section ivoirienne a joué un rôle majeur dans notre organisation, notamment en accueillant la deuxième session plénière de notre Assemblée en mars 1970 à Abidjan, en organisant 2 réunions du bureau, l'une en avril 1980 à Abidjan et l'autre en février 1992, ici même à Yamoussoukro, et en abritant la deuxième Assemblée régionale Afrique en juin 1987. Enfin, je tiens à souligner que M. Philippe Yassé a présidé aux destinées de l'APF de 1979 à 1982 et a ensuite été nommé président d'honneur. Malheureusement, comme chacun le sait, votre section ne participe plus à nos travaux depuis que l'Assemblée nationale ivoirienne a été suspendue lors de la réunion du bureau télé à Nouméa en janvier 2006. C'est pourquoi nous nous sommes réjouis lorsqu'en décembre dernier, des élections législatives fiables, libres et internationalement reconnues ont été tenues, témoignant ainsi de la volonté du peuple ivoirien de renouer avec une vie politique et sociale démocratique et apaisée, respectueuse de l'ordre constitutionnel. Ainsi,
l'Assemblée parlementaire de la francophonie, lors de son dernier bureau en février dernier, tenu à Phnom Penh, a accepté à l'unanimité le principe de la levée de la suspension de la section ivoirienne, confirmé par notre commission politique à l'occasion de sa réunion tenue à Lomé en mars dernier. Me faisant l'interprète de l'ensemble des parlementaires francophones, je voudrais vous dire, Monsieur le Président et chers collègues, que nous attendons le retour de la section ivoirienne avec impatience dans la grande famille parlementaire francophone. Et nous souhaitons que tout cela se fasse dès notre prochaine session qui se déroulera à Bruxelles en juillet prochain. C'est pourquoi je tiens à réaffirmer la disponibilité de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à vous apporter l'assistance dont vous aurez besoin en cette période compliquée pour votre Assemblée qui doit retrouver rapidement un mode de fonctionnement régulier et efficace. Nous sommes prêts à envisager avec vous et avec vos collaborateurs les voies d'une coopération efficace au bénéfice de la démocratie parlementaire ivoirienne. Voilà, Monsieur le Président et chers collègues, le message de fraternité, de solidarité et d'espoir que je voulais vous délivrer au nom de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Excellence, Monsieur le Président de la République, chers collègues présidents, distinguées personnalités, mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire et le peuple ivoirien ont payé un lourd tribut à la crise que le pays vient de traverser. C'est donc peu dire que d'affirmer que ce pays vient de loin. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que la Côte d'Ivoire est de retour. C'est cette conviction forte que je suis venu partager avec vous en réitérant ma disponibilité à œuvrer au renforcement de la coopération parlementaire ivoiro-burkinabé et à la promotion de la diplomatie parlementaire à travers l'Assemblée parlementaire de la francophonie, nos différents cadres de concertation et les autres institutions parlementaires dont nous sommes membres. C'est une exigence de notre espace économique, c'est un chantier de nos dirigeants au sommet de l'État, ce doit être aussi un impératif pour les parlementaires que nous sommes afin de mettre nos institutions à la hauteur du degré d'intégration atteint par nos peuples. Vive la coopération parlementaire, plein succès aux travaux de votre session, je vous remercie. Voilà, c'était donc le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, président de l'association parlementaire de la francophonie, M. Roch Christian Kaboré. À l'adresse de ses collègues députés ivoiriens, le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso a souligné. À présent, je veux appeler ici El Hadj Abbas Banfo, président de l'Assemblée nationale du Togo, à rejoindre la tribune pour son message. Mais je voudrais en votre nom le remercier très sincèrement pour l'invitation qu'il nous avait adressée, à laquelle nous avons répondu. L'accueil du Parlement togolais a été si chaleureux qu'il est de mon devoir devant vous de lui dire merci. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, M. Soro Kibafori Guillaume, était en effet au mois de mars dernier à Lomé pour la séance inaugurale qui a vu l'installation du président de l'Assemblée nationale du Togo qui prend la parole ici. Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Premier ministre. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Messieurs les Présidents des Assemblées nationales et chers collègues. Messieurs les Présidents des institutions de la République de Côte d'Ivoire. Honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale. Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement. Honorables députés. Excellences, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques et consulaires. Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales. Autorités traditionnelles, religieuses et militaires.
distingués invités, mesdames, messieurs, je voudrais de prime abord vous dire le plaisir que j'éprouve et ma joie d'être ce jour en Côte d'Ivoire, un pays qui nous est cher au Togo, en raison des relations particulières qu'entretenaient le président Houphouët-Boigny et celui qui était présenté comme son fils spirituel, son homologue togolais, Gnassingbé Eyadema. Aujourd'hui, son Excellence M. Alassane Ouattara et son homologue togolais, son Excellence M. Faure Eswazimila Gnassingbé, entretiennent également les mêmes relations exemplaires pour le bien-être de nos populations. Je suis par ailleurs heureux de séjourner à Yamoussoukro, une ville messagère de la paix qui jouit de nouveau des vertus de la paix, à l'image de l'ensemble de la Côte d'Ivoire après la très grave crise sociopolitique qui a secoué ce beau pays. Avant d'aller plus loin, je voudrais, Monsieur le Président et chers collègues, au nom de la délégation qui m'accompagne et au mien propre, vous exprimer notre gratitude pour l'honneur que vous nous avez fait et à travers nous, au peuple togolais, dont nous sommes les représentants, en nous conviant à cette première rentrée parlementaire de l'après-crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Je tiens également à remercier vous, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale, ainsi que l'ensemble des députés ivoiriens pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé et pour toutes les attentions dont nous sommes entourés depuis que nous avons foulé le sol ivoirien. Honorables députés, distingués invités, mesdames, messieurs, vous conviendrez avec moi que cette cérémonie solennelle qui donne le ton à la reprise des activités parlementaires en Côte d'Ivoire est historique et représente une étape majeure dans le processus de normalisation de la vie politique et institutionnelle de ce pays. Vous le savez autant que moi, aucune démocratie authentique ne peut se passer de la triple fonction de représentation, de législation et de contrôle de l'action gouvernementale dévolue à la représentation nationale. C'est pourquoi je félicite les autorités ivoiriennes qui ont tout mis en œuvre pour organiser le plus rapidement possible les législatives afin de renouer avec une vie démocratique normale. Je voudrais également adresser mes félicitations à l'ensemble des députés ivoiriens qui ont gagné la confiance du peuple ivoirien qui a fait d'eux ses mandats. Je rends un hommage particulier à vous, Monsieur le Président et chers collègues, pour votre brillante élection le 12 mars dernier au Perchoir. Comme je vous l'avais dit à Lomé lors de notre rentrée parlementaire à laquelle vous nous avez fait l'honneur de participer, je vous réitère devant la représentation nationale de Côte d'Ivoire mes vœux de succès dans vos nouvelles fonctions. Votre désir d'entreprendre des réformes dans le but de redynamiser le Parlement ivoirien me prouve que vous avez fait vôtre ces mots du philosophe et poète américain Ralph Waldo Emerson qui disait, je cite, « N'allez pas où le chemin peut mener, allez là où il n'y a pas de chemin et laissez une trace. » Fin de citation. Monsieur le Président et chers collègues, Guillaume Soro, je vous souhaite de laisser une trace à l'Assemblée nationale, comme vous l'avez fait déjà, vous l'avez déjà si bien fait ailleurs. Ce serait donc prétentieux de ma part
de vouloir donner des conseils à un homme certes jeune, mais très avisé, à l'expérience politique et au sens de l'État déjà éprouvé par plusieurs années d'exercice du pouvoir comme vous. C'est pour cette raison que je me limiterai à encourager les élus du peuple ivoirien à contribuer par leur travail au renforcement du processus de réconciliation et de construction en cours en Côte d'Ivoire, à être attentifs aux préoccupations de leurs mandants et à donner le meilleur d'eux-mêmes en vue de la consolidation de la paix et de la démocratie dans ce pays phare de l'Afrique de l'Ouest. Au nom du Parlement togolais que j'ai l'honneur de diriger, je prends l'engagement de coopérer avec le Parlement ivoirien et d'œuvrer davantage au renforcement des liens d'amitié et de coopération entre nos deux institutions, nos deux pays et nos peuples respectifs. Par ailleurs, le Parlement ivoirien peut compter sur le soutien de celui du Togo pour toute initiative visant une meilleure intégration de nos États respectifs. Je voudrais saisir cette occasion pour saluer la détermination et la fermeté avec lesquelles la CEDEAO, sous le leadership du chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, a réussi à remettre le Mali sur la voie de l'espérance après l'interruption brutale de l'expérience démocratique dans ce pays frère. J'espère que les mêmes remèdes utilisés avec succès au Mali produiront les mêmes résultats en Guinée-Bissau, qui vient de renouer avec ces vieux démons de l'instabilité politique en raison, une fois encore, d'une irruption brutale et inattendue de l'armée sur la scène politique. L'une des principales leçons à tirer des deux derniers coups d'État en Afrique de l'Ouest, et particulièrement de la situation malienne, est que nous devons constamment demeurer vigilants et à l'écoute des cœurs afin de sauvegarder nos acquis. Nous venons d'en avoir une nouvelle preuve. La démocratie est un processus fragile, surtout dans nos pays en développement. Elle est rarement acquise totalement. Nos actions doivent concourir à éviter à nos États des événements qui les fragilisent et anéantissent nos institutions. Monsieur le Président, honorables députés, tout en vous souhaitant une session parlementaire réussie, je voudrais vous réitérer ma gratitude pour nous avoir associés, ma délégation et moi-même, à l'ouverture solennelle de cette session parlementaire pour le compte de l'année 2012. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Merci, Monsieur le Président. C'est l'Assemblée nationale du Togo, le président qui sait bien que M. Guillaume Soro s'est engagé à entreprendre des réformes pour dynamiser l'Assemblée nationale ivoirienne et a tenu à l'encourager dans ce sens. Laissez une trace de votre passage au sein de cette institution. De M. Ama Amadou, président de l'Assemblée nationale du Niger, de nous faire partager son message. M. Ama Amadou est président de l'Assemblée nationale du Niger, cette assemblée qui a été
Parlement ont joué un rôle très important dans la mise en place de l'État démocratique, des États nouvellement indépendants dans notre sous-région. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Excellences, Monsieur le Président du Parlement de l'Union parlementaire africaine, Excellences, Messieurs les Présidents des Assemblées nationales du Burkina Faso, du Gabon, du Ghana, du Togo, du Mali, mes très chers frères, Excellences, Madame la Présidente du Conseil national de transition de Guinée, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions constitutionnelles, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, Excellences et Messieurs les membres du corps diplomatique et des institutions internationales, Monsieur le gouverneur du district de Yamoussoukro, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques de la société civile, vénérables chefs coutumiers, vénérables chefs religieux, respectés chefs militaires, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Ma délégation et moi-même sommes particulièrement honorés d'être parmi vous ici à Yamoussoukro à une occasion aussi solennelle que l'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale ivoirienne, après les douloureuses péripéties électorales qui ont marqué votre pays. L'instant est d'autant plus important que c'est non seulement la première session ordinaire au titre de l'année 2012, mais aussi et surtout la session inaugurale de la législature. Donc à tout point de vue, une cérémonie à laquelle nous sommes très heureux. La délégation qui m'accompagne et moi-même, très heureux de prendre part, car marquant, espérons-nous, le début d'une ère nouvelle pour la Côte d'Ivoire qui a tant souffert de l'intolérance politique et souvent de sentiments que la démocratie réprouve. Notre souhait est que cet instant solennel soit le point de départ d'une longue période que nous voulons pleine de sérénité et de bonheur pour le peuple ivoirien dans son ensemble. En effet, la page que vous avez vécue pendant la dernière décennie, Dieu merci, est aujourd'hui, nous en avons la conviction, définitivement tournée, faisant place à une nouvelle page de paix précieuse, mais néanmoins encore fragile à bien des égards. Aussi revient-il comme un impératif absolu pour chacun des acteurs et des citoyens de la société ivoirienne, de Danané à Bondoukou, de Tangrela à Dabou, qu'il soit Manding, Volta, Krou ou Akan, de créer les conditions objectives de sa pérennisation et de sa consolidation, en bannissant de leurs propos comme de leurs actes tout ce qui serait de nature à compromettre cette paix précieuse. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, cependant la paix ne peut cohabiter avec des souvenirs fondés sur le ressassement des événements cruels et souvent d'une atrocité gratuite. Or, l'histoire récente de votre pays a été marquée par des épreuves ô combien douloureuses qu'il est difficile d'oublier. Mais si l'oubli exige du temps, il faut malgré tout faire l'effort de pardonner. Du reste, ce sont de telles épreuves vécues par un peuple qui lui font comprendre la nécessité de la cohésion et l'indispensable exigence que pour vivre ensemble, il faut des concessions que le cœur souvent refuse, mais que la raison impose pour préserver le cadre commun, avec au tréfonds de soi la conviction constante et profonde qu'il ne saurait y avoir de paix dans le pays sans ces sacrifices au profit de la compréhension de l'autre. À quoi bon en effet ressasser certains événements douloureux lorsqu'on n'a de surcroît aucune possibilité réelle de ramener le passé pour le corriger?
La caractéristique du temps étant justement son irréversibilité comme son intangibilité. Qu'il soit homme politique ou acteur de la société civile, intellectuel ou paysan, homme de médias ou porteur de tenue, tous les Ivoiriens doivent aujourd'hui se poser la question de savoir ce qu'ils ont plutôt intérêt à privilégier entre leur flirt masochiste avec un passé obscur récent, je veux parler de la dernière décennie, et leur mariage avec un avenir de promesses qui leur sourit à pleines dents pour un nouveau départ de la Côte d'Ivoire auquel nous devons du reste tous contribuer au niveau de la sous-région. Mesdames et messieurs, la vie des peuples n'est caractérisée ni par l'harmonie linéaire, ni par la symbiose des pensées et des conceptions. C'est bien pourquoi elle est parfois traversée par des épreuves difficiles. Paradoxalement, c'est à travers ces périodes souvent pénibles que se consolide pourtant le génie des peuples et leur capacité à renaître plus unis et plus forts que jamais. Le génie, votre peuple en a et l'a démontré à maintes occasions. Et c'est sans doute ce génie qui a inspiré son Excellence le Président de la République, Alassane Dramane Ouattara, défenseur acharné depuis toujours de l'indispensable unité sociale de ce pays, pour mettre en place une commission dialogue, vérité, réconciliation, chargée de ressouder les différentes composantes de la nation, gravement ébranlées dans leur unité par la crise politique violente qui a secoué le pays. Cette commission, j'en suis persuadé, sera indépendante et entendra tout le monde, comme l'a si bien dit le Président de la République, aux fins de dissiper les rancœurs, les haines et la peur de l'autre, suscitées par les démons de la propagande politicienne. Cette commission a certes une mission difficile, mais elle est condamnée à réussir, parce que c'est de son succès que dépendront l'unité, la cohésion et la force de demain du peuple ivoirien. Au demeurant, l'histoire du monde regorge d'exemples bien plus dramatiques que ce que la Côte d'Ivoire a vécu. J'en veux pour exemple le cas de l'Afrique du Sud avec l'apartheid. En effet, ce qui semblait être dans ce pays au départ un obstacle insurmontable s'est réalisé simplement grâce à la conviction et à l'abnégation d'hommes et de femmes intensément persuadés que la grandeur future de leur pays ainsi que sa stabilité politique dépendent immanquablement de leur capacité à faire accepter à leurs concitoyens de tourner la page de la haine raciale comme des atrocités dont nombre d'entre eux furent les victimes innocentes. S'ils ont réussi, c'est parce qu'ils ont cru en l'homme, en sa capacité à s'amender et s'améliorer, en son aptitude à surmonter ses sentiments négatifs pour construire un monde meilleur sur les ruines et les décombres de l'ancien. Mais si la réconciliation impose de pardon mutuel, il faut admettre également que la survie de l'État et de la nation tout aussi importante ne peut permettre de tolérer l'intolérable en fermant complètement les yeux sur celui-ci. La liberté débridée comme l'impunité totale, il faut le reconnaître, génère toujours l'anarchie, préjudiciable à la solidité des fondements même de la société. Excellences, mesdames et messieurs, en ce début, le troisième millénaire, inauguré par une crise financière et économique tenace, dangereusement préjudiciable pour nos faibles économies périphériques, nous n'avons pas le droit à la dispersion des énergies. Au contraire, il faut entre nos pays plus d'unité et de solidarité, sans lesquelles la construction de la CEDEAO, grand ensemble économique que nous voulons viable et intégré, mais assis sur des institutions politiques solidement amarrées aux valeurs citoyennes, démocratiques et républicaines, ne sera en fin de compte qu'une belle et chimérique intention. Or, et c'est l'évidence, ce n'est qu'à travers cet ensemble économique politiquement uni et solidaire que nous pouvons porter loin et faire peser la voix de l'Afrique elle-même dans les décisions qui engagent le cours du monde. En effet, l'histoire contemporaine doit s'écrire avec nous, avec notre pleine et consciente participation. Sinon,
faite sans nous, même si c'est pour nous, elle se fera contre nous et contre nos intérêts. Dès lors, l'enracinement de la démocratie et le renforcement de l'état de droit dans chacun de nos États d'abord, dans toute notre sous-région ouest africaine et au-delà dans l'Afrique entière, me paraissent pour la raison essentielle que voilà incontournable. Au lieu de la représentativité nationale et de l'intérêt général, nos parlements doivent être les garants de la consolidation de ce contexte démocratique, de cette culture de l'intégration et de la nécessaire adhésion de nos peuples respectifs aux principes actifs de la solidarité au sein de la CEDEAO. Ce rôle, il l'exprimera en soutenant énergiquement leurs exécutifs respectifs et en travaillant avec acharnement à défendre la stabilité politique intérieure de nos États et à se liguer contre toute remise en cause de nos constitutions, et cela quel qu'en soit l'initiateur. Ainsi, le Parlement ne doit pas oublier que garant de la consolidation de la démocratie et de l'état de droit, celle-ci n'est possible que dans un contexte politique sous-régional qui y est favorable. En effet, il serait illusoire de croire que la démocratie peut durablement prospérer dans un seul de nos États sans qu'elle soit une réalité concrète et solide dans toute la sous-région. C'est dire aussi qu'il ne peut y avoir de construction de grands ensembles économiques intégrés en Afrique de l'Ouest sans le socle commun d'une démocratie réelle et vivante qui favorise la liberté partout. Monsieur le Président, sur un tout autre plan, permettez-moi de dire que votre brillante élection à la présidence de l'Assemblée nationale à l'unanimité, le 12 mars 2012, à mes yeux, plus d'une signification. Elle se veut, je crois, d'abord un message fort de la volonté de tous les députés ivoiriens de faire du Parlement ivoirien, sous votre impulsion, vous qui avez déjà tant fait pour ce pays, le fer de lance d'une Côte d'Ivoire engagée dans la voie du renforcement et de la cohésion de l'unité nationale. Cette élection à la tête de l'Assemblée nationale faisant de vous l'une des personnalités politiques centrales du pays à 39 ans, je l'aperçois aussi comme la reconnaissance par vos pairs des valeurs intrinsèques de l'homme exceptionnel que vous êtes. Je vous cite et vous présente mes vœux de succès et de réussite pour cette nouvelle mission que le peuple ivoirien vient de vous confier et que je sais vous allez accomplir avec brio. Je félicite également au nom des députés du Niger tous les parlementaires ivoiriens pour leur brillante élection ainsi que pour la confiance, j'en suis sûr, hautement méritée que les Ivoiriens viennent ainsi de leur accorder. Excellences, Monsieur le Président, chers frères, sans vouloir embarrasser votre modestie, je voudrais aussi ajouter que le succès prévisible du mandat de votre parlementaire résultera sans doute des atouts personnels que nous vous connaissons. Votre jeunesse conjuguée à votre incontestable et riche expérience pour avoir dirigé le gouvernement de Côte d'Ivoire pendant 5 ans à une période particulièrement tourmentée de la vie de ce pays, votre persévérance et votre obstination à faire respecter le principe d'égalité entre tous les citoyens ivoiriens en droit comme en devoir, votre efficacité remarquable dans la conduite des hommes depuis la Fédération des étudiants et scolaires de la Côte d'Ivoire font de vous un homme de carrure politique exceptionnel et au leadership incontestable, apte à promouvoir le Parlement dans le sens de l'intérêt général et à œuvrer aux côtés du président Ouattara afin de relever les grands défis en cette période particulièrement exigeante de la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Mes propos, croyez-le, sont sincères et cela est d'autant plus vrai que personne, ni en Côte d'Ivoire, ni en Afrique ou dans le reste du monde, ne peut mettre en doute votre extraordinaire et inoxydable capacité à faire face aux défis les plus singuliers. Tout concourt donc à penser que sous votre impulsion, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire contribuera significativement et sans aucun doute à la renaissance de la Côte d'Ivoire, locomotive de l'économie de l'UEMOA. À l'entame de cette mission, vous avez fixé sur vous les yeux d'un peuple lassé par la crise et pressé de retrouver sa paisible et prospère Côte d'Ivoire d'antan. Et de l'autre côté, des collègues
aussi déterminé que vous à aider le gouvernement à la concrétisation des attentes légitimes de la nation ivoirienne, nostalgique du legs politique et économique de feu Félix Houphouët-Boigny. Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, chers frères, honorables députés, chers collègues, Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer mon propos plus avant sans évoquer le contexte sous-régional dans lequel intervient l'ouverture solennelle de la première session ordinaire de votre auguste Assemblée. En effet, la paix que nous voulons pour la Côte d'Ivoire et le Niger, nous la voulons également pour chacun des pays de la CEDEAO, comme nous la voulons pour le reste du monde. Aussi ne pouvons-nous de haut de cette tribune nous taire sur ce qui se passe au Mali et en Guinée-Bissau. Les événements malheureux qui s'y déroulent méritent une attention et un traitement énergique de la part de nos chefs d'État, avec le soutien ferme de tous les parlements de notre communauté. En effet, les coups d'État intervenus à la surprise générale dans ces deux pays ont pour premier effet désastreux d'annihiler brutalement d'un coup de fusil tous les efforts déployés par les fils et les filles de ces pays pour construire la démocratie et la stabilité politique, conditions fondamentales de tout décollage économique. Pire, ces événements que nous ne pouvons que condamner sévèrement jettent une ombre menaçante sur le laborieux processus de démocratisation engagé il y a 2 décennies dans tous nos États, avec comme conséquence de faire de notre sous-région la seule zone africaine où sévissent encore avec une navrante régularité les coups d'État. Ces atteintes graves aux institutions de la République sont d'autant moins acceptables que dans l'ensemble des pays de la CEDEAO, toutes les possibilités et tous les cadres de revendication sont constitutionnellement garantis. Les armes ne peuvent donc être, pour quelque motif que ce soit, la voie de résolution des problèmes politiques. Les armes sont faites pour sécuriser le peuple et non pour être retournées contre lui. L'armée, bras séculier de la violence légitime dans un pays, n'a pour ces raisons le droit d'user de sa force qu'à la seule demande des institutions démocratiques légitimes du pays. Mais même en cette occurrence, il faut que cette demande s'inscrive dans le fil exclusif des aspirations et des attentes du peuple souverain. Autrement, elle ne doit être ni acceptée ni tolérée dans notre espace sous-régional. Parce que frein au développement économique et culturel pour nos pays et surtout source de négation des droits de l'homme et des libertés fondamentales, donc de l'état de droit. Les coups d'État ne doivent plus avoir droit de cité en Afrique de l'Ouest. Ils ne doivent par conséquent bénéficier d'aucune forme de soutien de la part d'aucune institution démocratique de nos pays, même si certains intérêts nationaux peuvent souvent inciter momentanément à la complaisance. La position de notre communauté doit être à cet égard claire, tranchante et vigoureuse. C'est l'occasion d'ailleurs pour moi de saluer la promptitude et la fermeté avec laquelle notre organisation commune, la CEDEAO, sous le leadership bienheureux du président Alassane Ouattara, a condamné et pris des mesures courageuses contre le coup de force intervenu au Mali. Parce que ce coup de force a eu pour conséquence de mettre entre parenthèses le cadre démocratique mis en place par les Maliennes et les Maliens au prix de leur vie il y a une vingtaine d'années. La prompte intervention de nos chefs d'État est la preuve de la solidarité agissante et nécessaire entre nos pays que nous devons cultiver et ancrer dans nos mœurs. Sans cette solidarité constante et vigilante, aucun de nos pays n'a les moyens suffisants tout seul de se préserver des agressions dirigées contre les institutions légitimes par les militaires. L'interdépendance entre nos États apparaît ainsi comme une réalité qui exige de nous de gérer ensemble nos faiblesses et de mutualiser nos forces et non de cultiver cet esprit fâcheux de non-ingérence, même si nous constatons que la nation voisine est en péril mortel. Bien cultivée, cette gestion commune de notre contexte géographique ouest-africain sur le plan politique et économique se révélera comme le moyen le plus sûr de rendre à la fois opérationnel et plus prompt à réagir
nos organisations sous-régionales, je veux parler de l'UEMOA et de la CEDEAO. La CEDEAO en particulier doit, dans cette logique, faire tout pour que les institutions républicaines suspendues au lendemain des coups d'État dans ces pays frères soient effectivement remises en place afin que, fortes de la légitimité et de la légalité reprise, ces institutions puissent prendre en charge avec son concours actif la gestion de l'intégrité du territoire communautaire, parce que pour moi il ne s'agit pas du territoire du Mali, mais du territoire de la CEDEAO, ainsi que la neutralisation définitive dans sa bande saharienne des trafiquants sans foi ni loi qui prospèrent, autant que des tenants de ces idéologies de l'extrême, prêts à l'extermination des peuples et au dépeçage des nations pour imposer leur vision archaïque du monde. La partition de l'État malien n'est un souhait pour aucune des communautés maliennes qui partagent un substrat culturel, historique et géographique commun vieux de plusieurs siècles. Cela est si vrai que toutes ces communautés, sans exclusive, connaissent et partagent aujourd'hui les mêmes souffrances suite aux offensives des groupes terroristes et irrédentistes. Au demeurant, quelle est l'idéologie qui, tout en prônant le bonheur de l'homme, autorise en même temps de piller, de violer, égorger en son nom les populations dont elle prétend chercher le bonheur? La même offensive doit être menée en Guinée-Bissau contre les usurpateurs du pouvoir afin que seul un processus électoral franc et équitable puisse désigner les dirigeants du pays. Et si c'est le processus électoral qui est en cause, n'ayons aucune réticence à exiger sa reprise dans des conditions plus crédibles. Mais n'acceptons plus que l'armée s'octroie le pouvoir d'arbitrer jusqu'à se donner le droit de placer le pouvoir d'État sous sa tutelle. Le retour à la légalité républicaine totale dans ces deux pays est d'autant plus indispensable qu'une paix intérieure, fondée sur des concessions qui laissent aliènes toutes ses dents face à la brebis, n'est pas une paix véritable. La démocratie, l'état de droit que nous voulons consolider dans la sous-région ne saurait s'accommoder plus longtemps ni des interruptions brutales de la démocratie, ni du harcèlement de la classe politique par les militaires qui devraient se soucier davantage de leurs conditions professionnelles pour garantir l'intégrité du territoire, plutôt que de vouloir vaille que vaille régenter le pouvoir d'État. Au surplus, le décollage économique, quant à lui, ne peut être amorcé et maintenu que dans l'état de droit et dans la paix. Aussi n'avons-nous d'autre choix que de soutenir fermement le sommet de la CEDEAO, convoqué demain même sur le sol ivoirien, pour se pencher à nouveau sur la situation qui prévaut au Mali et en Guinée-Bissau. Nous osons espérer avec raison que les décisions qui seront envisagées à ces assises permettront de mettre fin à l'incertitude et aux inquiétudes grandissantes des populations de ces deux pays frères qui ne demandent qu'à vivre selon les normes politiques internationalement admises. Dans ce contexte, le Parlement de la CEDEAO a aussi un rôle essentiel à jouer, en contribuant notamment à l'accélération du processus d'intégration par les peuples, élément fondateur d'une union vraie et non inutilement incantatoire, car c'est par les peuples que se réalisera une union plus ferme et plus durable, porteuse de fraternité, de paix et de solidarité dans notre espace. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, distingués invités, ce sont là des préoccupations qui accaparent quotidiennement nos réflexions. Nous avons voulu profiter de l'occasion que vous nous offrez pour partager avec vous celle-ci avec le secret espoir que l'espace CEDEAO, notre sous-région, arrivera rapidement à consolider dans les esprits les valeurs de la démocratie afin d'écarter pour toujours de nos pays la violence et l'usage des armes pour régler les problèmes politiques. En souhaitant plein succès aux travaux de votre première session ordinaire, nous prions aussi que cette législature commencée après les épreuves difficiles s'achève dans les délais constitutionnels, dans la paix et le bien-être retrouvé pour tous les Ivoiriens. Je vous remercie et m'excuse d'avoir été très long. Voilà, c'était le président Abba Amadou, président
de l'Assemblée nationale du Niger qui a souligné la carrure politique du président Soro, carrure qui le rassure quant au succès de sa mission au bénéfice des Ivoiriens de la coopération interparlementaire sous-régionale et africaine. À présent, nous appelons le docteur Moussa Idriss Ndele, président du Parlement africain. Africain. Il faut noter que la Côte d'Ivoire a participé à la création de ce Parlement panafricain, mais malheureusement la Côte d'Ivoire n'a jamais pris part aux assises de ce Parlement. Je pense que c'est le lieu pour le président Soro de faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse y prendre la place qui lui revient de droit. Le président de l'Assemblée nationale qui avait précisé tout à l'heure que l'Assemblée nationale ivoirienne ne doit plus continuer de rester cloîtrée et fermée sur elle-même. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les Présidents des parlements régionaux et nationaux, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions internationales, Mesdames, Messieurs, distingués invités, je mesure à sa juste valeur le grand privilège que vous m'accordez en m'invitant à la séance solennelle de la première session ordinaire de l'année 2012 de votre Assemblée nationale. Sensible à cette délicate marque d'attention, je vous exprime ma profonde gratitude ainsi que celle de tous mes collègues du Parlement panafricain. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les règles de courtoisie élémentaire m'obligent, avant d'aller plus loin dans mon propos, à vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations pour votre brillante élection à la présidence de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire. Tous mes vœux de succès vous accompagnent dans l'exercice de votre nouvelle mission au service de la Côte d'Ivoire et de tout son peuple. Ma présence ici à Yamoussoukro revêt un caractère symbolique. Je vois en effet le symbole de la reconnaissance et de l'engagement de votre Assemblée nationale à renforcer les liens d'amitié, de fraternité et de solidarité qui doivent unir nos deux institutions. Monsieur le Président, il faut dire que votre élection est intervenue après plusieurs mois de crise post-électorale due au refus du président sortant d'accepter les résultats du second tour de l'élection présidentielle qui a eu lieu le 28 novembre 2010. Heureusement, la Côte d'Ivoire retrouve progressivement une situation normale avec son excellent président Alassane Ouattara qui a pris possession du pouvoir d'État et la restauration de la légalité sur toute l'étendue du territoire national. Bien que la Côte d'Ivoire soit actuellement sur la voie de la paix, de la normalité, il existe toujours plusieurs défis dans la quête du pays pour la paix, la sérénité, la stabilité et le développement. Pour s'assurer que le pays mette fin au cycle des conflits dont il sort, ces défis doivent être relevés. Honorables membres, distingués invités, la démocratisation est une promesse faite à tous les Africains à l'effet que leurs gouvernements respectifs n'épargneront aucune peine pour créer un environnement propice à l'expression par chaque individu de son rêve de sécurité économique, politique et sociale. L'Afrique ne peut pas mettre en valeur ce potentiel sur le dos des promesses non tenues. L'Afrique ne peut pas prospérer sur les dépouilles des rêves brisés. La démocratie, la paix et la sécurité sont inextricablement liées. Par conséquent, pour que la démocratie se développe en Afrique et en Côte d'Ivoire, il faut créer un environnement sûr et sécurisant. C'est sur cette base que le Parlement panafricain a envoyé dans votre pays des missions d'information et d'enquête
aux fins de contribuer à la paix, à la sécurité et à la stabilité de la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, honorables membres, pour garantir la pleine participation des peuples africains au développement de l'intégration politique et économique de l'Afrique, le Parlement panafricain a été créé en mars 2004, conformément aux articles 15 et 17 de l'acte constitutif de l'Union africaine. Il est le troisième organe de l'Union africaine, après la conférence de l'Union et le Conseil exécutif, et la première assemblée parlementaire continentale dans l'histoire de l'Afrique. L'adhésion au Parlement panafricain est ouverte à tous les parlements nationaux des États membres de l'Union africaine. Je saisis ici l'occasion de ma présence à la tribune de votre hémicycle pour lancer un vibrant appel aux autorités de la Côte d'Ivoire pour que votre pays adhère effectivement au Parlement panafricain en s'appropriant des instruments de l'Union par la ratification des chartes et conventions. La création du Parlement panafricain est le résultat de la vision des chefs d'État et de gouvernement d'Afrique et de leur volonté d'édifier une Union africaine dotée des institutions qui traduisent une plus grande participation des peuples africains au processus de dialogue et de prise de décision sur le devenir du continent. C'est dans cette optique qu'il a, conformément aux pouvoirs consultatifs qui lui ont été conférés par le protocole instituant, inscrit dans son agenda la promotion de la paix, de la sécurité, de la stabilité, des droits de l'homme, de la démocratie, de la bonne gouvernance, de l'éducation, de l'environnement, de la santé, de la mise en œuvre des politiques et objectifs de l'Union africaine, ainsi que l'intégration et le développement socio-économique des peuples africains, pour ne citer que cela. Depuis sa création, le Parlement panafricain constitue une tribune essentielle et un des outils de premier plan d'intensification et d'enrichissement des débats sur les questions d'intérêt commun en Afrique. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables membres, l'article 25 du protocole au traité instituant la communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain stipule en son alinéa 1 que, je cite, 5 ans après l'entrée en vigueur du présent protocole, une conférence des États partis au présent protocole se tient pour en évaluer la mise en œuvre et l'efficacité, ainsi que le système de représentation du Parlement panafricain, afin d'assurer de la réalisation de ses buts et objectifs, ainsi que de sa vision au regard des besoins croissants des pays africains. Fin de citation. Fort de cet article 25, le Parlement panafricain a procédé à une auto-évaluation des 5 premières années d'existence et a préparé une contribution comportant des propositions d'amendement au protocole, reflétant ainsi la vision d'un Parlement continental assumant un rôle législatif. Pour atteindre cet objectif, le Parlement panafricain a entamé le processus juridique de la transformation avec l'élaboration d'une proposition d'amendement du protocole. Un comité d'experts gouvernementaux a été formé et mandaté pour préparer en collaboration avec les parties prenantes des projets de révision du protocole relatif au Parlement panafricain et à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ce processus a été achevé le 10 novembre dernier à Addis Abeba par la validation par les experts gouvernementaux sans aucune réserve du projet de protocole du Parlement panafricain. Aujourd'hui, le protocole révisé est prêt pour examen et validation par les ministres de la Justice des États membres de l'Union africaine du 7 au 14 mai 2012 à Addis Abeba, en Éthiopie. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables membres, le nouveau protocole qui sera signé et ratifié par les États membres conformément à leurs procédures constitutives respectives et dont les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés auprès de la Commission de l'Union africaine, il stipule à son article 8 sur les attributions et pouvoirs au point petit a que le Parlement panafricain est l'organe législatif de l'Union africaine. Il exerce des pouvoirs législatifs qui lui seront définis par la conférence. En plus d'être l'organe législatif de l'Union africaine, le Parlement panafricain continuera d'exercer
les pouvoirs consultatifs et les contrôles dont il dispose actuellement. Monsieur le Président, honorable membre, le Parlement panafricain, au cours de sa deuxième législature, a initié, conformément aux dispositions des articles 3 et 18 du protocole les soutiens, ainsi qu'à la décision EXCL 526-16 du Conseil exécutif, demandant au Parlement panafricain d'aider au plaidoyer et à la sensibilisation des États membres en vue de l'accélération du processus de signature, ratification, adhésion des traités de l'OUA et de l'Union africaine. Une campagne de promotion de la démocratie et de la gouvernance à travers des ateliers régionaux sur la transformation du Parlement panafricain en un organe législatif et la ratification de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. L'action menée par le Parlement panafricain dans un esprit de complémentarité aux réflexions entreprises par la Commission de l'Union africaine sur la ratification de la Charte a permis son entrée en vigueur le 15 février 2012. À compter de cette date, nos États se doivent de respecter la dite charte pour le bien-être de nos populations et la stabilité de notre continent. Malheureusement, depuis quelques semaines, nous assistons à des coups d'État dans 2 pays de la sous-région. Nous suivons de très près l'évolution des événements, même si la Constitution a été rétablie au Mali. Nous devons tous œuvrer au renforcement des institutions et des structures africaines. Nous devons également les outiller autant que faire se peut pour leur permettre de mieux servir les intérêts régissant leur création. Nous sommes ainsi tous conviés à soutenir le processus de transformation du Parlement panafricain en un organe doté du pouvoir législatif et lui permettre d'apporter des solutions efficientes et durables aux questions de paix et de sécurité en Afrique. Je demeure convaincu que si nous mettons en place des institutions fortes, si nous renforçons celles qui existent, alors nous permettrions à nos populations de vivre une vie meilleure. Je souhaite que cette année 2012 soit une année de paix, de stabilité et de grandes réalisations pour notre continent et que nous puissions chacun à son niveau nous approprier des valeurs intrinsèques de la démocratie, de la bonne gouvernance qui constitue la justice sociale, l'égalité, l'équité, la probité et l'intégrité primordiales au développement socio-économique de notre continent. Je vous invite alors à œuvrer sans relâche afin que la devise « Une Afrique, une voix » soit entendue de tous. Nous sommes tous membres d'une seule famille et nul doute que nous partageons les mêmes préoccupations et les mêmes visions. Vive l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, vive le Parlement panafricain. Je vous remercie pour votre bienveillante attention. Oui, vous venez donc de suivre le président du Parlement panafricain. D'ordinaire, lors de la cérémonie inaugurale, nous arrivons au terme des interventions, mais je me rends compte que à peine qu'on ait parlé de la question du genre, tous ceux qui ont pris la parole sont des hommes. Donc je vais tout de même, conformément à l'engagement pris, appeler Madame Diallo Rabiatou Serra, présidente du Conseil national de transition de la République de Guinée, qui a un cadeau à faire au président de la République et au président de l'Assemblée nationale. Voilà, je vous disais tout à l'heure que d'ordinaire, la cérémonie solennelle d'ouverture d'une première session ordinaire a pour essentiellement unique point à l'ordre du jour le discours du président de l'Assemblée nationale. Mais il est tout de même envisagé que les présidents des assemblées invitées et des institutions parlementaires internationales invitées puissent prendre la parole. Cela n'arrive pas souvent, mais dans le cas présent,
Nous avons donc enregistré plusieurs interventions qui ont permis de laisser transparaître des messages forts. Nous allons écouter la seule représentante du genre. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Premier ministre, tout protocole confondu. Je ne suis pas venu pour prononcer un discours, parce que les femmes, c'est les actes. Et je suis aujourd'hui rassuré que l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire va marcher, parce que le jeune et vaillant président Guillaume Soro, il est intelligent. Il a pris des engagements concernant les femmes et les jeunes. Il a vite plaidé coupable pour remettre la parole à une femme après de longs discours des hommes. Et il a vite compris que sous l'arbre à palabre, les grands chefs ont l'habitude de dire, quand ils sont coincés à trouver une solution, pour dire la nuit porte conseil. Aucune nuit ne porte conseil. C'est pour aller demander à son épouse sous l'oreiller. Et le lendemain, il revient avec la solution. Et c'est pour ça aussi, il a plaidé tout de suite pour que les femmes comprennent et que les femmes puissent être intégrées, qu'on fasse confiance aux femmes, qu'on nous confie des responsabilités. Et que la femme au pouvoir, ce n'est pas le monde à l'envers. Quand il a dit qu'elles ont le pouvoir de la nuit, c'est pour nous empêcher de gréver la nuit. Donc, je voudrais ici... Les cadeaux. Je voudrais ici remettre un cadeau au président de la République, parce que les femmes africaines le portent dans son cœur. Parce qu'on retient du président Alassane Ouattara, malgré ce qu'il a subi au vivant de sa mère, Guillaume Soro l'a si bien dit, et après le décès de sa mère. Mais après tout ça, il a dit, je ne peux pas diriger seul, j'ai besoin des autres. Et il a tendu la main. Et c'est un exemple de tourner la page et d'aller vers la réconciliation. Je voudrais vous dire, Monsieur le Président, vous pouvez considérer que votre mère est vivante, parce que toutes les femmes africaines sont votre maman. Je vous ai bien dit que si on donne du pouvoir aux femmes, on sera bien traité. Nous voudrions, pendant cette remise de présents, profiter donc de cet intermède. J'ai dit que les femmes, c'est les actes. Donc, c'est au nom de toutes les femmes africaines. Et je voudrais profiter pour remercier tous les pères qui ont accepté de désigner mon président comme médiateur. Ce n'est pas à lui qu'on a désigné. On a confié cette responsabilité au peuple de Guinée. Et à côté du président Alassane Ouattara et à vos côtés, nous saurons le faire à votre satisfaction. Que Dieu vous donne la paix du cœur. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, chers collègues,
Je voudrais remercier toutes les délégations qui ont eu à prendre la parole devant notre auguste assemblée, ainsi que toutes celles qui nous ont fait l'honneur de rehausser de leur présence la présente cérémonie. À présent, je vais suspendre la séance, raccompagner le chef de l'État, le président de la République, qui va saluer donc les présidents d'institutions, et je reviens ici pour qu'ensemble, avec les députés, nous puissions aller faire la photo de famille. Voilà, donc il sera procédé donc à une suspension de séance, le temps de permettre au chef de l'État de se retirer. Je voudrais noter que dans le discours du président de l'Assemblée nationale, nous avons noté pour la première fois, depuis qu'il a été élu président de la République, dans un discours officiel, il est fait état des souffrances subies par le président Alassane Ouattara, souffrances subies à titre personnel. Le président de l'Assemblée nationale a eu donc à préciser que malgré l'acuité de ces souffrances, Alassane Ouattara, devenu président de la République, ne cesse de demander à tous d'aller à la réconciliation. Donc, de pardonner et de chercher à se faire pardonner. Nous notions donc tout à l'heure la forte participation par des interventions des parlements étrangers et organisations parlementaires panafricaines. Cela nous a permis d'enregistrer des messages forts sur notamment la coopération interparlementaire africaine. On a même vu être érigé en slogan et en règle de conduite le slogan « Une Afrique, une voix ». Nous avons donc entendu beaucoup d'engagements pris pour le renforcement de la coopération interparlementaire africaine. Véritablement le début de la diplomatie parlementaire, laquelle diplomatie vient en complément de la diplomatie exécutée au niveau du pouvoir exécutif. Et le Parlement aujourd'hui se trouve au centre de quelque chose de très important, c'est-à-dire mettre le citoyen ivoirien au centre de la politique nationale et internationale. Voilà, nous allons ici recueillir les réactions de certains parlementaires en attendant que nos collaborateurs dans la grande salle là-bas en rencontrent d'autres. Voilà, veuillez vous présenter. Je suis Bénier Brou Dakwa, député d'Abangrou sous préfecture. Quel est vos sentiments à la fin de cette cérémonie par rapport à l'ensemble des discours, surtout l'allocution du président Soro Dieu? D'abord, nous avons été très honorés d'avoir la présence du chef de l'État, lui-même en personne, à cette assemblée inaugurale, je dirais à la première session ordinaire. Ce que je retiens du discours du président de l'Assemblée nationale, c'est d'abord, avant tout, le pardon qui est ressorti. Lui-même a demandé pardon et a demandé à ce que tous les députés et l'ensemble de la population demandent pardon et accordent son pardon aux autres. Je pense que c'est un des axes du discours qui m'a beaucoup frappé. Deuxièmement, il a insisté sur le rôle du député
à travers sa représentativité, la législation et le fait que le député doit exercer son contrôle vis-à-vis de l'exécutif. Vous avez bien noté qu'il a insisté sur le débat contradictoire qui doit y avoir au niveau de notre Assemblée, malgré qu'on puisse sentir que peut-être l'Assemblée est monocolore, mais lui-même sait très bien qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire sortant d'une crise aussi aiguë, forcément le débat contradictoire va s'instaurer pour le bien-être des populations. Voilà, nous attendons quelques instants. Je crois que nos reporters dans la grande salle là-bas essaient de s'entretenir.